Donc, nous avons le plaisir ce matin d'écouter cette première série de conférences avec notre tête d'affiche, Jacques Rosnier, qui va nous présenter la contribution des ethopsychologues à la préhistoire et l'histoire de l'interactionnisme, c'est ça, lyonnais. Donc, voilà. Bien, merci beaucoup. On va te remonter le micro là. Alors j'ai déjà un micro ici aussi. Ce micro-là, c'est que pour la caméra. Ah bon, c'est pour la caméra. Alors, bon, mais je pense que vous m'entendez de toute façon. Je n'ai pas l'accent canadien, je le regrette. Et je vais faire une communication scientifique, cependant, qui sera presque aussi bien que celle d'hier, que celle des Canadiens. Pas aussi bien tout de même, non. Écoutez, voilà, je suis sinistré parce que mon ordinateur, mais ce n'est pas de la blague, mon ordinateur, il y a 4-5 jours, a sauté. Je crois que c'est à cause de la chaleur. Et j'avais un superbe PowerPoint à l'intérieur et évidemment, il a été grillé et on m'a dit que tout ça, ça serait récupéré, mais seulement livré demain à 9h30 chez moi. Bon. Alors donc, j'ai essayé de bricoler en toute hâte un autre PowerPoint sur un petit Mac, mais je n'avais pas de périphérique, j'avais très peu de documents parce que tous mes documents étaient sur le gros ordinateur, et donc bon, je vous avertis que ça va être plein de défauts, j'en ai peur, mais ça ne fait rien, c'est pas très important, parce que même si tout avait bien marché, il y aurait eu des gros défauts. Alors, je vois qu'il y a Catherine dans la salle, là, eh bien, elle m'avait donné un conseil. Elle m'avait dit, Catherine, et je l'écoute toujours parce qu'elle donne de bons conseils, elle m'avait dit, voilà, tu sais, alors c'est comme par hasard, quand les vieux font des conférences, c'est toujours pareil. Premièrement, ils racontent leur vie, et deuxièmement, ils disent, oh, mais moi j'ai déjà tout dit. Voilà. Alors, tu t'en souviens que tu m'as dit ça? Bon. Alors, voilà, je vais essayer mais c'est très difficile, d'éviter ces deux ornières. De toute façon, raconter ma vie, bon, ça serait un peu trop long, bien entendu. Disons que, si tout de même, je vais commencer par là, quand j'étais adolescent, j'étais naturaliste de cœur. Vous savez, on est naturaliste ou on ne l'est pas. Eh bien, moi, je l'étais, et c'est une passion, une épistémophilie voyeuriste, voilà. Et d'aimer observer les animaux, parce que j'étais naturaliste, mais des animaux, un peu des végétaux aussi, mais surtout des animaux. Et mon premier travail scientifique, c'était un travail d'observation du fourmilion. Le fourmilion, vous savez, c'est une petite bête astucieuse qui construit des entonnoirs dans le sable et qui bouffe des fourmis en les digérant sur place. Si ça intéresse certains d'entre vous, on pourra en chercher. Je suis sûr qu'il y en a sur le terrain ici. Et puis après, j'avais décrit 2 orthoptères des hauts plateaux du Liban qui sont merveilleux, enfin bon, j'abandonne ce développement, mais tout de même, ça a orienté ma vocation, et les circonstances ont fait que, donc, hier, ça a été rappelé, d'ailleurs, il y a eu un cours historique qui a été fait par notre directrice. Et puis d'autre part, il y a déjà un historique aussi des sciences du langage qui a été diffusé par Isabelle, vous savez, mise en ligne, et qui est très intéressant, je ne sais pas si vous l'avez lu. Alors, je vais abréger tout ça. Et donc, voilà, j'ai fait pour assouvir cette épistémophilie voyeuriste, j'ai fait 2 choses. J'ai fait ma médecine, parce que c'était là où j'étais, on pouvait faire que ça, on ne pouvait pas faire des études de biologie approfondies. Et puis, quelques années plus tard, j'ai fait ma thèse de sciences naturelles. Alors là, c'était avec de vrais animaux, enfin de vrais animaux, c'était des animaux,
tout simplement. Et alors ça m'a beaucoup aidé. D'abord, ça m'a intéressé, évidemment. Mais en plus, ça m'a permis de créer, à cette époque-là, c'était assez facile, beaucoup plus facile que maintenant, d'entrer à l'université et de créer un premier laboratoire qui était un laboratoire de psychologie animale et comparée. Alors, je passe sur les détails. Animal, c'est facile à comprendre. Et comparé, pourquoi? Ben, comparer, c'était pour dire que l'espèce humaine faisait partie des autres espèces animales qu'on pouvait y étudier. Alors, le résultat, c'est que dans ce laboratoire qui était à Lyon 1, dans la faculté de physiologie, dont j'étais même devenu le doyen à un moment donné, eh bien, dans ce laboratoire, il y avait des étudiants qui venaient d'un peu partout. C'est-à-dire, je veux dire, il y avait des étudiants qui venaient pour étudier les animaux, justement, divers, et puis il y en avait d'autres qui venaient pour étudier l'espèce humaine. Et alors, étudier quoi? Ben, étudier, puisque c'était de l'éthologie, étudier tous les comportements. Mais il nous était vite apparu, et peut-être que parce que moi j'avais aussi un intérêt particulier pour ça, que les comportements de communication avaient une importance particulière, que ce soit chez les animaux ou que ce soit dans l'espèce humaine, comme on va le voir bientôt. Alors, là, je vais essayer de voir ce qui reste de... Oui, alors, je vais vous montrer pour vous donner une idée de ce qui se passait dans le laboratoire, le titre des thèses qui étaient soutenues à cette époque-là. Alors, vous voyez, il y a le système de communication et structure sociale chez le cobaye domestique. Bon, il y a l'examen psychophysiologique, mais ça, c'est de l'espèce humaine. Il y a, bon, enfin, il y a un certain nombre de thèses, vous voyez que c'est assez mélangé. Mais je pense que ce qui apparaît, ontogénèse des profils comportementaux chez le cobaye domestique, etc., c'est assez mélangé de sujets qui touchent soit aux animaux, soit à l'espèce humaine, mais en tout cas tous à la communication d'une façon ou d'une autre. C'est un peu petit, mais j'ai pu faire que ça, hein, je regrette, je n'ai pas pu faire mieux en essayant de reconstituer un... Alors, ça c'est les thèses du laboratoire d'éthologie et des communications. Les thèses... Non, oui, ça c'est les thèses alors du laboratoire de... Non, avant c'était la psychologie animale comparée, ça c'est les communications. Alors là, vous voyez, il y en avait un peu plus. Le laboratoire d'éthologie des communications, je l'ai créé, ça a été la transformation, la métamorphose, on peut dire, du laboratoire de psychologie animale. Pourquoi? Parce que cette métamorphose a été provoquée par la présence des linguistes, des jeunes linguistes, il faut dire, à Lyon 2. Et c'était dans les années 70. Et là, à Lyon 2, il y avait une équipe de jeunes linguistes formidables, dont l'éthologie m'intéressait particulièrement. Et donc, on avait des réunions, des discussions. C'était vraiment une époque extrêmement féconde. Moi, j'étais moins vieux que maintenant. Eux, ils étaient vraiment tout jeunes et pleins d'ardeur. Et il faut dire aussi, mais je ne vais pas insister beaucoup là-dessus, que à cette époque-là, il y avait l'interactionnisme, bon, ça ne s'appelait pas tout à fait comme ça à cette époque, mais c'était tout de même un intérêt, que ce soit chez les linguistes, chez les sociologues ou un peu partout, pour l'interaction. Il y avait des gens, on traduisait Goffman, on avait un sociologue, Isaac Joseph, qui était très interactionniste, et puis, donc, il y avait, chez les jeunes linguistes, il y avait Catherine, et puis un certain nombre d'autres, et ça avait été tout à fait passionnant à cette époque-là, parce que on se réunissait pour discuter, essayer de travailler ensemble, et ça, je crois que c'était assez nouveau en sciences du langage, parce que la tradition des linguistes, à cette époque, c'était tout de même l'étude de la langue, proprement dite, et c'était un travail qui se faisait en bibliothèque, et de toute façon, il y avait guère de bureaux à l'université ou dans les universités, ce qui fait qu'ils travaillaient chez eux. Et moi, venant des sciences, c'était quelque chose de différent. J'avais l'habitude d'un vrai laboratoire, et j'avais l'habitude de réunions avec des gens qui viennent sur place, enfin, etc. Alors j'ajoute au passage, je m'excuse, c'est un peu décousu tout ce que je raconte, mais j'avais eu la chance, donc,
au début des années 80, à la fin des années 70, de changer, parce que je me plaisais tellement avec ces collègues de Lyon 2, et des sciences du langage en particulier, que je me suis dit, mais il faut travailler avec eux. C'est pour ça que mon laboratoire s'est transformé en laboratoire d'éthologie des communications. Et j'ai été aussi, là je dois le signaler, tout à fait bien accueilli par le président Cusin, qui était un homme exceptionnel, je pense. Bon, il doit y en avoir encore, mais en tout cas celui-là l'était, et avait beaucoup facilité mon accueil en me donnant un laboratoire, justement, un local, au fameux bâtiment I. Et dans ce fameux bâtiment I, certains savent de quoi il s'agit, le fameux bâtiment I où il y avait donc 2 vrais laboratoires, c'était le mien, et puis c'était celui de Gilbert Puech et de Humbert sur les langues africaines, et puis il y avait le mien sur alors, les langues des gorilles et autre chose. Bon, cette envie aussi, j'ajoute que ce désir de venir à Lyon 2, donc à ce moment-là, était aussi motivé par les espèces animales qu'on y rencontrait, parce que dans mon laboratoire, qui est mon ancien, qui était rue Pasteur, j'avais une très très belle animalerie avec 2 animaliers, enfin, j'étais bien installé, vraiment très bien, mais ça commençait à coûter trop cher. Tandis qu'à Lyon 2, l'espèce animale la plus courante, c'est l'étudiant de Lyon 2. Il est très facile à capturer. Il coûte pas cher, franchement. Il n'y a pas besoin de le nourrir. Et il se débrouille tout seul. Et non, mais c'est vrai. Et par conséquent, il y avait des facilités d'études, mais évidemment, ça a orienté tout de même un peu les thèses après qui se sont faites sur l'espèce humaine. Mais bon, alors voilà, je crois, ce que j'ai voulu vous montrer en vous montrant les thèses qui avaient été soutenues et pour montrer que ça continuait à être tout de même assez écuménique, c'est-à-dire qu'on y trouve un peu tous les sujets. Mais comme il y avait des psychophysiologistes, qu'il y avait des psychologues, qu'il y avait évidemment des gens des sciences du langage, etc., qui travaillaient dans le labo, eh bien ça faisait tout un ensemble qui nous rendait assez audacieux pour nous occuper de tout un tas de dimensions des communications et des interactions qu'en général les gens laissaient de côté. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe après? Alors oui, alors nos réunions avec les linguistes étaient extrêmement fécondes parce que c'était des jeunes linguistes, quoi, à ce moment-là, réellement. Ils sont encore jeunes d'ailleurs, mais à cette époque-là, il y avait tout un bouquet, je peux dire, de linguistes qui étaient passionnés par ce qu'ils faisaient. Et c'était l'époque, enfin là je résume, mais peut-être que il y a parmi ces jeunes linguistes, il y en a quelques-uns qui sont présents ici et qui vont peut-être me contredire, mais ils étaient à ce moment-là, justement, ils participaient sciemment ou inconsciemment à cette mutation des sciences du langage qui d'ailleurs, fort justement, ne s'appelait plus linguistique mais sciences du langage, et j'ai trouvé d'ailleurs que sciences du langage était beaucoup plus adapté à désigner ce que ça devenait. Et donc, pour travailler ensemble, parce que moi, vous savez, j'ai l'esprit collectiviste. D'ailleurs, vous avez vu qu'au début, j'ai dit avec la collaboration, et j'ai cité un certain nombre de collaborateurs. Je pense que venant des sciences, eh bien, les équipes, ce sont des équipes. On travaille, on échange, on se critique, etc. Et j'avais un peu instauré ça dans nos rapports. Et donc, il fallait que ça débouche aussi sur des productions. Et les productions ont été tout de même, je trouve, tout à fait remarquables à cette époque. Alors là, j'ai fait des photos de quelques... Alors, il y avait un des premiers bouquins que ce petit groupe avait pu faire, c'était un bouquin qui s'appelait « Décrire la conversation », qui a été ensuite, bon, qui a donné un peu plus tard, l'année suivante, « Échange sur la conversation », qui a été, je crois, à la suite d'un truc à Urbino. Alors, il y avait aussi... Vous voyez, un peu comme c'est mélangé, ça paraît un peu hétérogène. Il y avait texte de base alors sur la communication non verbale, parce que moi, ce qui m'intéressait particulièrement, c'était la communication non verbale. Je vais y revenir dans un instant.
Et puis, Les Voix du langage, qui était un livre vraiment formidable en 1982, où il y avait, en collaboration avec Bérin Donner, avec Catherine Orecchioni, et puis il y avait Jacques Coulon, qui était un de mes élèves, on peut dire, qui travaillait, lui, sur les communications animales, et puis moi-même, qui avait écrit le chapitre sur la communication, ce qu'on appelait la communication non verbale, et aujourd'hui, d'ailleurs, on n'appelle plus ça communication non verbale, mais on appelle ça multimodale ou gestualité, bon, bref. Alors, ce bouquin-là, qui était, je trouve, un précurseur complètement introuvable d'ailleurs. D'ailleurs, il a été déjà très usé, comme vous pouvez voir sur l'image. Mais tout de même, voilà le genre de production que nous faisions à cette époque. Alors ça, la photo a été mal prise, mais La question, c'est encore un des livres qui couronne vraiment cette collaboration sous la direction de Catherine, et qui est un livre qui, justement, où vous trouvez tout un tas d'aspects sur la question, qui est évidemment un acte de langage très interactif, par définition. Alors voilà, quand un éthologue s'occupe de l'espèce humaine, qu'est-ce qui le frappe? Eh bien, il le frappe, c'est une espèce bavarde, voilà. C'est ce qui définit l'espèce humaine, entre autres, bien sûr, on peut donner d'autres définitions, mais au point de vue du comportement, c'est une espèce bavarde. On voit les gens qui, vous voyez, ici, il y a un échantillon qui est en train de parler. Bon, tout à l'heure, vous avez tous causé aussi entre vous. Enfin, on parle, et on a besoin de parler, mais parler, voilà. Alors, quand l'éthologue arrive avec des linguistes, des collègues linguistes, pour s'occuper justement de l'espèce bavarde, de ce comportement qui semble jouer un très grand rôle dans la vie quotidienne de l'animal, de l'homo sapiens, eh bien, l'éthologue, il est évidemment tout de suite un peu déphasé, parce que les gens des sciences du langage sortent un micro, enregistrent les paroles, on les transcrivent et travaillent ensuite sur des échanges paroliers. Mais l'éthologue, lui, ça le met mal à l'aise, parce qu'il se dit, bon d'accord, les gens causent, bien sûr, mais quand ils causent, ils bougent. C'est formidable ce qu'ils bougent même, plus ou moins, mais ils bougent. Et alors là, ça ouvre des voies qui sont évidemment tout à fait intéressantes pour l'éthologue. Et bien sûr que, donc, l'éthologue, je continue à dire éthologue, il y a des gens qui ne s'appellent pas comme ça, mais enfin, ceux qui travaillent sur la communication, qui est devenue aujourd'hui multimodale, comme vous le savez, alors au début on disait multicanal. Mais maintenant, on dit multimodal, parce que multicanal, ça fait, bon, je ne sais pas, il faudrait voir pourquoi ça a varié, mais en tout cas, multimodal. Et aujourd'hui, c'est tout à fait admis, évidemment, que la parole s'accompagne de gestes, et qu'il est tout à fait important, et parfois même indispensable, de savoir quels sont les gestes, les mimiques, les postures, et aussi les intonations, bien sûr, la prosodie. Ce qui fait que, alors, ce qui est amusant aussi dans cette histoire, c'est que, mais ça se produit dans tous les domaines des sciences biologiques en tout cas, les progrès se font par les chercheurs, l'intérêt des recherches et des nouveaux problèmes qu'on se pose, mais aussi par l'avancement des techniques. Les techniques qui sont à la disposition des chercheurs. Or, il y a eu, et je pense que comme la moyenne d'âge ici est pas très élevée, vous ne connaissez pas ça, mais quand nous travaillions il y a quelques décennies comme ça, sur les communications, donc sur la multimodalité, on n'avait pas tout ça. Au début, on n'avait pas de magnétoscope. On avait tout juste le magnétophone, donc ça doit privilégier la parole. Et pour le reste, il fallait faire du cinéma, il fallait faire du film. Mais le film, pour ceux qui en ont fait, ça fait un petit bruit qui attire l'attention. Enfin, ça s'était perfectionné avec le Super 8, mais tout de même. Et puis ça coûte cher.
Et puis, ça dure pas longtemps. Un film, ça dure, au bout de quelques minutes, c'est fini. Alors, l'apparition de la vidéo, évidemment, aujourd'hui ça vous semble naturel, mais ça a été quelque chose de fondamental pour aborder les études de comportement langagier. Parce que pour nous, éthologues des interactions, le langage, c'est pas uniquement ce qui peut s'écrire. Le langage, c'est tout un ensemble de l'espèce humaine pour communiquer, et communiquer, ça inclut tous les aspects de la multimodalité. Et donc, à partir de ce moment-là, mon laboratoire a eu des moyens, évidemment, nouveaux, d'enregistrer les images. Alors, ça, voyons voir, je suis perdu, là. Bon, alors, on a étudié... on s'est dit, bon, puisqu'on étudie les interactions, il faut aller là où l'espèce humaine interagit. Donc on a, voilà quelques situations qu'on avait étudiées. L'apprentissage en groupe scolaire, c'est Robert Pléty, dont je reparlerai tout à l'heure, qui a fait un gros travail très très intéressant sur l'apprentissage coopérant. Et hier, nous avons eu des exposés très intéressants sur justement les problèmes de l'enseignement, etc., dont Robert Pléty n'était pas complètement étranger, il connaissait un peu tout ce que vous faisiez. Ensuite, les interactions, on a étudié les interactions dans le métro de Paris, on a fait un film là-dessus, ceux qui voudraient le voir, on peut le voir, pas maintenant, mais on pourra le voir. L'information orientation de piétons en ville, l'éthologie de la rue de la République, on nous avait demandé de faire ça parce qu'il s'agissait de réinstaller la rue de la République, et alors on nous avait demandé, la municipalité nous avait demandé d'étudier qu'est-ce qui s'y passe pour voir comment réinstaller cette rue. Des parcours d'exposition, dans la maison de retraite, etc. Enfin, vous pouvez lire tout ça. Donc, des situations extrêmement variées, bien sûr, très variées, où on se promenait avec des enregistrements en caméra cachée, ce qui était au début un peu difficile parce que les caméras étaient assez volumineuses, puis après ça devenait très facile, et aujourd'hui ça devient alors très commode, bien sûr. C'est une chance formidable. Alors bien sûr que aussi pour étudier les choses pour pouvoir mieux contrôler les appareils, les enregistrements, etc., on travaillait au laboratoire. Bon, cette image est un peu floue, mais enfin, vous voyez le dispositif. Il y a deux jeunes gens qu'on avait capturés sur le campus, là, mais ils n'étaient pas ensemble quand on les a capturés. Et on a eu une grande chance, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il se trouve qu'on leur a expliqué qu'on faisait une enquête sur, je ne sais plus sur quoi, mais en tout cas qu'on aimerait les enregistrer. On les a payés d'ailleurs pour ça. Pas très cher, mais en tout cas un peu. Et il se trouve que c'était deux jeunes gens qui se connaissaient par ailleurs, qui avaient eu une petite aventure, et donc ils avaient un vrai sujet de discussion. Ce qui a été vraiment très intéressant. Alors, vous voyez le dispositif, bien sûr, pour étudier d'une part les mimiques, et puis en bas, on peut étudier les gestes. Voilà, alors après, alors là, comme nous faisons de ce qu'on appelle l'éthologie compréhensive, ça veut dire que les animaux, une fois que vous les avez enregistrés, vous ne pouvez pas leur demander ce qu'ils pensent et ce qu'ils en pensent. Mais l'espèce humaine, c'est bien, parce que après, si vous le pouvez, si les gens s'en vont pas, enfin bon. Mais on peut leur demander, leur présenter les enregistrements, puis leur dire, bon, allez, on va revoir ça ensemble, puis vous allez dire ce que vous en pensez. On peut arrêter sur image, si vous avez eu des émotions particulières, si vous pensez qu'il s'est passé quelque chose. Donc, on peut recueillir des informations. Et là, vous voyez, il y a quelque chose de très intéressant, parce que ce que cette jeune femme voit, c'est un moment, justement, où tous les deux étaient en train de sourire en évoquant un truc particulier, et elle échoïse avec cette propre situation. Enfin, ça nous ferait parler de l'empathie, je ne vais pas faire ça maintenant. Alors, une autre situation, c'était, on a fait beaucoup d'enregistrements dans des situations d'entretien clinique. Et on nous avait envoyé à ce moment-là tout un tas de patients présentant des troubles dits psychosomatiques. Et donc c'était intéressant de faire des enregistrements, qui étaient des enregistrements cliniques habituels, mais on enregistrait un certain nombre de paramètres
Et vous voyez, là, il y avait les deux pièces. Il y avait la pièce d'examen avec la caméra, enfin tout un dispositif un peu compliqué. Aujourd'hui, ça serait beaucoup plus facile de faire ça. Mais là, on a fait donc ces travaux qui étaient assez originaux, avec en polygraphie. Ça donnait ceci. Et alors, il y a quelque chose qui est... Alors, bon, vous voyez rapidement, on enregistre les mouvements globaux, on enregistre la voix, et ce qu'on appelle le RED, c'est la réaction électrodermale. Ce sont des petits... il y a des électrodes qui sont sur la main qui permettent de voir les petites variations qui sont le reflet des variations affectives, enfin des micro-émotions, si on veut, ou des macros parfois. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que ça nous a permis de décrire plusieurs choses, et en particulier, je n'y reviendrai peut-être pas, de l'organisation, ce qu'on a appelé l'organisation verbo-viscéromotrice, c'est-à-dire qu'on réagit sur trois plans, sur un plan moteur, sur un plan verbal et sur un plan végétatif, sur un plan, ce plan émotionnel. Et donc là, par ces méthodes, on peut avoir la corrélation entre les trois plans. Et on s'aperçoit que, bien sûr, on peut s'en douter, d'ailleurs, beaucoup de découvertes de ce genre, tout le monde dit « Ah ben oui, c'est bien vrai, on le savait ». Mais enfin, encore faut-il le prouver. Eh bien, chaque personne a son système. Enfin, il y a une typologie générale, mais chaque personne a son système de réaction. Il y a des gens qui sont très motorisés, il y en a d'autres qui sont très verbalisés, et il y en a d'autres qui sont au contraire très émotifs parce qu'ils n'arrivent ni à se motoriser ni à se verbaliser. Enfin bref, on a fait on pouvait faire ces études au laboratoire. Non, il fallait être équipé, mais nous étions équipés, en fait, à vrai dire, par un contrat, je crois, à cette époque-là de l'armée, qui nous avait financé l'étude. Voilà, les militaires étaient intéressés par la panique chez les militaires. Et alors, ils nous avaient dit, bon, on avait eu un gros contrat pour étudier la panique chez les rats. Et grâce à ça, on avait été équipés et on pouvait utiliser tous ces appareils, ces enregistreurs, etc., qui coûtaient cher tout de même. Et qui nécessitaient même d'avoir des laborantins. Alors aujourd'hui, bien sûr, les choses sont facilitées par les nouveaux logiciels, parce que, comme je disais tout à l'heure, eh bien, la science évolue grâce, bien sûr, aux connaissances, aux expériences, aux théorisations, aux observations, etc., mais aussi grâce aux moyens techniques que l'on met à la disposition des chercheurs. Et il faut dire que ces moyens techniques ont ont galopé ces dernières années, j'en reparlerai un peu tout à l'heure, pour l'exploration par exemple des activités cérébrales. C'est vrai que l'imagerie cérébrale qui s'est installée maintenant et qui fait qu'il y a les vrais laboratoires de psychologie qui veulent travailler sur ce sujet-là sont obligés d'être équipés comme ça, ce qui coûte cher et tout le monde n'est pas encore équipé. Mais c'est vrai qu'on peut faire des choses qu'on imaginait autrefois et qu'on peut réaliser maintenant. Ça pose beaucoup de problèmes sur lesquels on reviendra peut-être. Alors ici, bien sûr, dans tous ces recueils d'interactions, etc., on se dit, nous, on s'est polarisé sur le geste. Parce que le geste, à cette époque-là, était encore peu étudié. Il commençait à intéresser tout de même des gens comme Cosnier, bien sûr, mais aussi il y avait Greimas, un peu antérieurement. Il y avait Ekman, qui a été un des premiers, qui est devenu célèbre. Paul Ekman, c'est un Américain qui est devenu célèbre parce que lui, il avait fait un système pour codifier les mimiques faciales. Mais en réalité, moi, je l'ai bien connu, c'était un ami, il avait commencé par étudier la gestualité globale et il avait fait une classification dont tout le monde s'est inspiré par la suite. Et alors, moi, j'ai refait tout ça. Alors, ce n'est pas très original, en ce sens que tous les spécialistes d'études de la gestualité convergent, heureusement d'ailleurs, sur des classifications à peu près semblables. Alors la mienne a une particularité rare, elle est en français, la plupart sont évidemment en anglais. Mais enfin, c'est pas très difficile de faire la conversion. Alors vous me direz, oui, mais à quoi ça sert de faire ce petit éthique, à quoi ça sert? Ça sert à pouvoir caractériser les types de conversation, par exemple. Pourquoi? Parce que selon le sujet de la conversation, selon l'activité énonciative du sujet, selon aussi l'activité, alors je vais utiliser un terme là, qui pourra être discuté après, dénonciative
de celui qui entend, eh bien, il y a des gestes qui apparaissent et c'est intéressant de voir quand on enregistre un entretien, une interaction, eh bien, quels sont finalement les gestes utilisés par les uns les autres, enfin, etc. Ça touche à la fois à la recherche fondamentale et en même temps à la recherche appliquée. Bon, ça ne le recopiez pas bien sûr parce que c'est partout, enfin vous trouvez cette classification partout. Mais c'est utile. Alors j'ajoute aussi que ça a été validé, c'est-à-dire on a fait la chose suivante pour faire cette échelle. On a pris 10 sujets dans mon laboratoire, 10 personnes, on leur a expliqué la définition des catégories, puis on leur a montré des enregistrements et ils avaient à quantifier les différentes catégories. Et on a eu plus de 80% d'accord entre les gens. Ce n'est pas du tout extraordinaire, puisque comme je vous le dis, ben, tout le monde utilise à peu près le même système. Bon, je pourrais citer un certain nombre de noms, par exemple McNeil, entre autres, ou Candon, qui sont extrêmement connus dans ce domaine. Alors, je continue. Oui, alors, à partir de là, d'ailleurs, on peut s'apercevoir que là aussi il y a des tempéraments, enfin c'est comme l'histoire de l'organisation verbo-viscéromotrice, chacun a une organisation de sa parole et de ses gestes et de tout cela. Bon, bon je ne détaille pas parce que ça serait un peu trop long, mais et on a fait aussi l'effet de la proxémique, c'est-à-dire on a mis, ah ben ça a disparu ici, on a mis des sujets 2 à 2 dans des situations colloques et les uns en face à face, donc les uns en face à 1 mètre, en face à 3 mètres, côte à côte, dos à dos et avec un paravent. Et alors, comme vous le voyez, on a des variations, bien sûr, de la gestualité, ce qui n'est pas étonnant. C'est-à-dire que, mais premièrement, la gestualité continue, même si on ne voit pas son interlocuteur, mais ça, vous pouvez, aujourd'hui, il faudrait faire cette observation très facile, c'était de filmer dans la rue tous les gens qui ont leur téléphone, et ça ne manque pas, en tout cas dans ma rue, au centre de Lyon, il y en a beaucoup, et bien, ils gesticulent. Alors donc, c'est intéressant de voir aussi les effets des gesticulations quand on ne voit pas le partenaire. Ça soulève une question intéressante parce qu'on peut dire que la gestualité communicative, interactive, sert donc à compléter l'énoncé, à faire partie de l'énoncé total, comme nous le disons, ou du taux-texte. Mais évidemment, quand on ne voit plus les sujets, ça ne sert plus à rien en principe. Alors justement, ça pose un problème. Pourquoi on continue à gesticuler, même quand on ne voit pas le partenaire? Alors on ne gesticule pas tout à fait de la même manière, mais on gesticule. Si vous attachez d'ailleurs quelqu'un, alors ça, il y a longtemps que les Italiens disaient ça, des Napolitains, si vous attachez les mains d'un Napolitain, il ne peut plus parler. Bon, eh bien, c'est pas faux, mais c'est vrai pas seulement pour les Napolitains, c'est-à-dire que si vous réellement, vous empêchez quelqu'un vraiment de bouger, moi je faisais ça aux travaux pratiques avec les étudiants, ils se mettaient 2 à 2, puis on les filmait, alors il y en avait un qui avait la consigne de ne pas bouger du tout. C'était amusant parce qu'il se débrouillait tout de même pour bouger un orteil ou faire quelque chose, enfin, il bougeait quelque chose, parce que si on ne bouge plus, on ne peut plus vraiment parler. Sauf, alors ça c'est intéressant aussi, sauf si vous récitez, parce qu'on peut réciter sans bouger, ou si vous lisez, évidemment, on peut lire sans bouger aussi. Donc, c'est quand on est en fait en situation d'énonciation. Si on est obligé de composer son langage, de composer, d'énoncer, de fabriquer un énoncé, eh bien, à ce moment-là, c'est avec le corps que ça va se produire. Le corps y participe, en tout cas, participe à l'énonciation. Mais quand c'est un énoncé qui a été fabriqué par quelqu'un d'autre, eh bien, à ce moment-là, vous n'avez qu'à réciter et c'est facile, vous n'avez plus rien votre corps participe uniquement comme relais sonore. Alors, donc, avec tout ça, l'énoncé excède le prononcé. Alors, cette formule, évidemment, ça veut dire que l'énoncé verbal, l'énoncé total, je veux dire l'énoncé total, eh bien, c'est dans le face-à-face, n'est pas seulement
composé des paroles, bien entendu, mais il est multimodal. Bon, c'est très banal de le dire, et cette formule n'a rien de bien original. Alors là, bon, je fais un petit tableau, mais je vais passer là-dessus, sur l'énoncé qui excède le prononcé. Mais je ne veux pas excéder votre patience non plus, alors on va passer là-dessus. Bon. Sinon que là j'ai ajouté évidemment les motivations inconscientes. Vous savez que j'ai été un peu psychanalyste il y a quelques années, et donc l'inconscient joue aussi un rôle, mais c'est difficile de l'enregistrer, et que parfois, et même souvent dans les interactions authentiques qu'on enregistre, eh bien, ce qui anime la discussion n'est pas forcément ce que les gens en pensent eux-mêmes. C'est-à-dire, il y a des choses, ils règlent des problèmes qui ont été posés ailleurs ou qui se posent ailleurs. J'ai encore vu cela ce matin dans un accrochage accrochage verbal purement, avec un travailleur de la chaussée là, qui bouchait tout. On s'est engueulé d'une façon très violente. Et en réalité, sûrement, moi j'ai traité de vieux con. C'est tout simplement parce que j'étais excité par ma venue ici et par le fait que mon ordinateur m'avait désobéi pendant une semaine alors que j'avais besoin de lui. C'est manifeste parce qu'en général je suis poli. Mais ça a eu beaucoup d'effet sur le monsieur qui s'est rangé tout de suite. Il a dû dire méfiance. Voilà. Mais bien sûr que... voilà, enfin bon, je veux dire qu'il y a ces éléments qui sont difficiles à étudier, même dans les enregistrements, parce qu'il faut pouvoir causer avec les gens pour en savoir plus sur leur vie privée. Oui, alors le corps, bon, donc on en revient au corps, alors je vais accélérer un peu là-dessus. Bon, le corps, bon, statique, dynamique, mais tout ça, c'est des choses que vous savez déjà, évidemment. On a créé même des néologismes, parce que ça compte si vous avez affaire le physique de quelqu'un, le sexe, comment il se présente, etc. Bien sûr que ça fait partie, ça, du contexte de base, mais il y a des termes pour désigner ça. Nous, on a créé un dissident, c'est-à-dire indice identitaire. Mais j'ai découvert qu'il y avait déjà les identithèmes qui existaient, et qui sont mieux probablement qu'un dissident. Bon, mais ça, ce sont des éléments fixes qui changent peu dans l'interaction. Alors là, c'est bizarre. Oui, alors là, il y a toute une série de photos, parce que voir des films, ben, il aurait fallu plus de temps, puis de toute façon, au point de vue technique, c'était plus compliqué. Là, voyez-vous, bon, je ne sais pas si vous voyez bien ces images, mais ce sont des gestes qui vont être des gestes qui vont soit désigner l'espace, soit construire même des éléments dans l'espace. Alors là, il y a un phénomène assez amusant. Là, il y a la dame d'en haut, elle dit il était large comme ça. Il avait l'autre qui dit il avait le bras cassé, elle touche son bras. Et alors là, ici, en bas, c'est particulièrement intéressant parce que la docteure lui dit mais qu'est-ce que vous avez ressenti? Et elle se frappe la poitrine, c'est-à-dire elle ne dit pas qu'est-ce que vous avez ressenti, mais qu'est-ce que vous avez ressenti. Donc il y a une empathie, une projection empathique totale, là, et complètement inconsciente. Voilà, à l'intérieur de vous-même. Ça, c'était un phénomène assez intéressant, mais je passe là-dessus. Donc, on a recueilli comme ça dans différentes situations des tas de choses tout à fait passionnantes, mais qui montraient le grand rôle que joue le corps énonciateur. Le corps énonçant participe à l'énonciation d'une façon formidable. Enfin, ça c'est le thème que je répète. Alors là, je vais aller. Alors, en ce qui concerne les déictiques, par exemple, eh bien, nous avons fait une observation assez intéressante, c'est que la deixis peut avoir deux formes, et je résume beaucoup tout ça. C'est soit évidemment la forme externe de montrer l'objet, bien sûr, de le désigner, ça c'est archi connu, bien sûr, mais aussi ça peut être la construction d'un espace imaginaire où on montre les objets dans cet espace construit. C'est-à-dire que nous avons plusieurs exemples de... attendez, là je m'excuse, je vais pas dans le bon sens.
Oui, j'abrège parce que... Et il y a donc deux types de DXX, c'est celle du territoire, pour reprendre la différence entre le territoire et la carte. La DXX du territoire, c'est-à-dire on montre l'objet, ou la DXX narrative, c'est-à-dire on désigne l'objet, mais dans un univers conventionnel qu'on a construit avec l'autre. Bon, je n'ai pas le temps d'insister sur ces choses. Voilà, alors après, ce qui nous a intéressé justement, c'est ce rôle du corps que nous avons appelé l'analyseur corporel ou le corps analyseur, c'est-à-dire que si le parleur bouge, l'écouteur, le receveur bouge aussi. Et c'est tout à fait important, c'est-à-dire à l'énonciation correspond, j'ai utilisé un terme, la dénonciation. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail dénonciatif chez celui qui reçoit c'est ce que nous appelons donc l'analyseur corporel, c'est-à-dire qu'on se sert de son corps pour analyser ce qui se passe dans le corps d'autrui. Alors, on pourrait faire des allusions, mais je n'ai pas le temps, aux phénoménologues, à Husserl, etc., parce qu'ils avaient déjà décrit ces choses-là, mais aujourd'hui, ça s'est beaucoup précisé, justement. C'était des idées philosophiques, mais aujourd'hui, on fait des enregistrements, on peut... Alors nous avions essayé d'expérimenter un peu ça, cette idée. Alors voilà, on avait fait quelques expériences. Bon, cette idée de la reconnaissance, par exemple pour l'émotion, de l'émotion d'autrui par l'échoïsation du modèle effecteur. Bon, il y a des tas de gens qui ont travaillé là-dessus et qui l'ont déjà décrit. Mais alors voilà, là on a fait ces expériences. Bon, déjà, ces deux personnes, ces deux jeunes gens, avaient eu un sujet de discussion, et après on leur montre l'enregistrement, et ils font des commentaires, chacun à son tour sur le truc. Alors on s'aperçoit qu'ils échoïsent, nous, ce que nous appelons l'échoïsation, c'est-à-dire des gestes en miroir avec le partenaire. Alors ils échoïsent, chaque fois qu'il y a des éléments, ils échoïsent, mais je passe dessus, c'est parce que ce serait un peu trop long. Alors là, bon, je passe, oui, tout ça. Alors là, une autre expérience intéressante, une autre observation, c'était les émotions non... Oui, alors, voilà, alors, le dispositif était le suivant. Le sujet, comme vous le voyez, a comme consigne de dessiner 6 émotions, qui sont la joie, la tristesse, la colère, etc. Et il est enregistré avec la caméra 2, on enregistre la cartouche que vous voyez dans le coin là-bas, c'est-à-dire ce qu'il dessine, et avec la caméra 1, on a son visage. Et alors voilà, c'est que on s'aperçoit que quand la jeune femme dessine la joie, vous voyez ce qui se passe à gauche, là, en haut, quand elle voit la honte, quand elle voit le dégoût, quand elle voit la tristesse, etc., c'est-à-dire que pour dessiner, avoir l'inspiration de ce qu'elle dessine, elle prend son corps comme modèle, mais elle ne le sait pas, c'est complètement spontané, c'est son corps qui va servir à préciser les mimiques. Bon, voilà, ça sont quelques autres exemples pour montrer que ce n'était pas seulement une personne qui fait ça, tout le monde fait ça, on pourrait faire l'expérience, vous pourrez la faire chez vous si vous voulez. Alors ça c'est une autre expérience qui est assez intéressante aussi. Ça c'est une planche tout simplement de photos, hein, c'est du roman photo. Il y a une personne qui photographie, alors il faut lire de gauche à droite, et puis de haut en bas, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, alors on montre ça au sujet, et on lui dit, allez, il faut inventer une histoire, qu'est-ce qu'elle dit? Mettez-vous à la place de cette personne, qu'est-ce qu'elle raconte? Inventer ses paroles. Alors, ce qui se passe, c'est que la personne qui interprète, enfin qui invente l'histoire, ben, vous la voyez là à gauche, hop, elle reprend en écho la gestualité, la position, justement, voilà. Or, elle ne sait pas du tout ce qu'elle disait, puisque ce sont des images fixes. Elle n'en sait rien, mais elle reprend ça. D'ailleurs, voilà d'autres passages où vous la voyez, quand elle dit, alors elle dit, par exemple, elle interprète, elle dit, là, il n'y a que ses mains qui parlent. Voilà, enfin bon, c'est assez clair. Ça, c'est d'autres sujets pour montrer que ce n'est pas seulement une personne qui faisait ça, mais tous les sujets qu'on a testés étaient assez... bon. Alors,
Bien sûr que ce que nous avons montré, ces gestes en écho comme ça, eh ben, les neurophysiologistes aussi, ça les intéresse et ils ont repris ça. Alors aujourd'hui d'ailleurs, grâce aux techniques d'imagerie cérébrale, on a repris, et vous savez, les fameux neurones miroirs, tout le monde en a entendu parler, il y a comme quelque chose de miraculeux. C'est-à-dire quand vous voyez quelqu'un qui fait un geste, eh ben, vous avez dans votre cerveau des zones motrices qui sont activées comme si vous faisiez aussi le geste. Bon, tout le monde aujourd'hui c'est ça, mais ça correspond tout à fait à nos expériences, à nos observations de comportement. Voilà, alors quelques termes et concepts qui viennent du laboratoire d'éthologie des communications. Bon, analyseur corporel, accordage empathique, ça j'en ai pas parlé, mais ça découle de tout ce que je viens de vous dire. Les axiomes, bon, l'échoisation, l'épigénétique, bon, il y a des choses dont j'ai pas parlé parce que c'est trop court. Bon, la conclusion. Bon, ben, la conclusion, c'est toujours les conclusions à la Marseillaise. Bon, alors voilà, il faudrait commenter ça, mais c'est très très évident. L'énoncé total, la voix plus le verbal, la voix, la kinésique, assurer l'échange, évidemment, réaliser des actes, assurer la régulation. Alors ça, c'est passé sous silence le plus souvent, mais nos travaux montrent la régulation interactive avec le copilotage, le partage empathique, et puis homéostasique, c'est-à-dire la régulation personnelle quand on est en interaction. Bon, alors là, ça, vous reconnaissez le schéma de Papa Saussure, et nous complétons aujourd'hui, eh bien, ça y est, les gens ont un corps aussi quand ils communiquent. Et ça, c'est un gros changement tout de même, je crois, dans les sciences du langage, d'une part, et dans les études des communications, de savoir que les gens n'ont pas seulement une tête et des organes phonatoires, mais qu'ils ont aussi un corps pour faire marcher tout ça. Bon, les axiomes, etc. Alors voilà, ben, c'est fait avec la collaboration de toutes ces personnes. Et donc là, je voudrais aussi citer deux disparus qui sont Robert Pléty et Michel Grosjean. Bon, c'est un peu en leur hommage que je parle. Ils ont fortement participé à tout ce que j'ai fait. Et puis il faudrait remercier des tas de gens, y compris Sandra qui a organisé cette manifestation. Bon, voilà, j'aime tes, bravo Sandra et bravo tous. Donc je crois qu'on a le temps pour quelques questions. Quelque chose? Juste connecté. Ça va l'heure? Question. C'est simplement. Jacques, est-ce que tu pourrais redire peut-être un bout de éthologie compréhensive? Oui. Est-ce que Alors, tu l'as présenté un peu comme une forme de restitution et d'analyse? Non, c'est assez simple, mais c'est assez simple mais difficile à expliquer et à comprendre. C'est bon, l'éthologie premièrement, c'est l'étude du comportement, l'étude naturaliste, non, naturaliste. Hein. L'éthologie, quand tu étudies une sauterelle ou quand tu étudies les fourmilions dont je parlais tout à l'heure, tu observes, c'est tout. Voilà, tu observes. Ça, c'est tout à fait important, intéressant. Bon, je pourrais donner des anecdotes là-dessus qui sont assez amusantes, mais on n'a pas le temps. Et alors, compréhensif, ça vient du fait que l'espèce particulière qui est l'Homo sapiens, lui, il a son opinion sur ce qui se passe et donc on peut en tenir compte. Alors le compréhensif provient des origines du mouvement interactionniste d'ailleurs, avec, tu sais, les sociologues de langue allemande qui sont Simmel, qui sont Weber, etc., Schutz, enfin un certain nombre qui justement ont créé la sociologie compréhensive. Parce qu'ils disaient, contrairement à Durkheim, avec qui d'ailleurs il y avait des frictions, eh ben,
bien sûr, il faut étudier c'est l'étude des faits sociaux comme ça. Mais attention, les êtres humains sont des gens aussi qui vivent ces choses-là. Et ce qui est important, c'est aussi de comprendre comment ils le vivent. Et pour le comprendre, eh ben, on peut faire des inférences, mais on peut aussi leur demander. Ça ne veut pas dire que les explications qu'ils donnent sont de bonnes explications, mais c'est important de savoir, parce que ça fait partie du tableau tout de même. Voilà, alors donc nous, l'espèce humaine, on fait de l'éthologie compréhensible humaine, parce qu'évidemment, avec le fourmilion ou les orthoptères dont je parlais, ou les gorilles ou autre chose, ben, on ne peut pas leur demander. On aimerait, beaucoup d'éthologues animalistes ont essayé d'apprendre, par exemple, le grand primate, le langage, un langage gestuel, parce qu'ils sont plus prédisposés à ça, pour pouvoir les interroger. Malheureusement, ça va vraiment pas loin. Mais avec l'espèce humaine, ça va loin. C'est-à-dire que des gens, ils adorent parler et ils adorent qu'on les interroge sur ce qu'ils pensent. Excusez-moi, il y a sûrement des études probablement qui ont été faites parce que, mis à part la voix, les mots, les gestuels, le comportement de tout le corps, l'être humain s'exprime aussi par des éléments extérieurs qui peuvent être la décoration, la musique, le son, la lumière, les accessoires dans la rue, moto, voiture, etc. Tout ça. Quelle est l'attention de vos études à cette... Bien sûr, mais le premier, alors, le contexte le plus épidermique, c'est déjà ce qu'on a appelé les énonciatèmes ou les indécidents, c'est-à-dire le sexe, l'âge, le vêtement, les phares, etc., etc. Ça compte déjà, avant de passer à l'univers qui entoure. Et évidemment que l'univers aussi, c'est-à-dire quand vous entrez chez quelqu'un, bien sûr, premièrement, mettons quelqu'un que vous ne connaissez pas, bon, il y a déjà ce premier diagnostic, enfin ces premières inférences qui se font, qui font, à tort ou à raison, que vous vous attendez à un certain style, à certaines choses, certains échanges, certains caractères d'autrui. Mais je vais vous raconter quelque chose là-dessus dans un instant. Et bien sûr qu'après, ça se déroule, ça se confirme, ça s'infirme, enfin, etc., etc. Et que, alors, l'univers immédiat, bien sûr, la proxémique immédiate va compter aussi, bien sûr, tout à fait. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a fait une expérience, justement, là-dessus, dans mon labo, c'était, on a pris 2 personnes en discussion. Bon, banal, comme je vous l'ai montré. Puis, après, on l'a montré à un lot de personnes. Quand je dis des personnes, en fait, généralement, ce sont des étudiants. Hein. Un lot sans l'image. Il n'y avait que le son. Discussion. Bon. Ensuite, on a montré l'image sans le son, puis le son sans l'image. Et on a fait donc avec des groupes différents. Et on les a fait connoter avec un système qui c'est le différenciateur d'Osgood, enfin de connotation. Il y a une grille, on fait connoter. Et alors, le résultat de cette affaire, c'est que les groupes, le groupe qui a connoté, par exemple, la discussion où il y avait tous les éléments, eh bien, les connotations convergent. C'est-à-dire, bon, d'ailleurs c'est facile, c'était un homme, une femme qui discutaient de ceci, de cela, et ça va assez loin d'ailleurs comme connotation, mais c'est convergent, c'est-à-dire que il y a sur tous les items, il y a une convergence. Bon, quand vous faites écouter uniquement, il y a le son, il n'y a pas d'image. De nouveau, vous avez une convergence, mais ce sont des diagnostics différents, et c'est-à-dire qu'on demande, on pose des questions, alors en dehors du différenciateur, le sexe des personnes, l'âge, le métier, l'embonpoint, la façon dont ils sont habillés, etc. Bon. Il est évident que quand on n'entend que la voix, on ne peut pas. On imagine, on infère comme ça, on imagine. Mais ce qui était intéressant dans cette expérience, c'est que le groupe imaginait de la même façon, c'est-à-dire, mais en se trompant, c'était pas comme ça. La voix, par exemple, donnait une convergence de connotation,
mais qui ne correspondait pas à ce que ça donnait quand il y avait les sujets vus en entier. Et quand il y avait uniquement l'image, bon là c'était facile évidemment de diagnostiquer le sexe, etc. Alors ça correspond peut-être un peu à ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'éléments qui orientent l'attitude ou ce qu'on pense d'autrui. Mais bien sûr, quand on a tous les éléments ensemble, on ne peut pas se tromper. Ni sur l'âge, ni sur le sexe, ni sur... On fait des hypothèses sur ses origines sociales, sur ses origines de toutes sortes, bon, etc. quoi. Bien sûr. Je ne sais pas si je réponds exactement à votre question, mais bien sûr que ça compte. Tout ça, tous ces éléments de cadre comptent. Et la façon dont... mais ça, ce sont les proxémiciens qui ont étudié ça. Dont chacun aménage son univers s'il en a la possibilité, parce qu'il y a des gens qui ont peu d'actions possibles sur ce qui les entoure, et ben c'est évidemment... Tout de suite, c'est connoté, c'est-à-dire tout de suite, on fait c'est pas conscient, mais tout de suite, ça va influencer l'impression qu'on a. Voilà. Mais ça répond à vous. Je vous réponds en disant des banalités.